Bienvenue à Question d'Info. Le social, les grands enjeux sociaux sont-ils suffisamment pris en compte depuis le début du quinquennat? Et puis au-delà, quelle place, quel rôle pour les syndicats face aux réformes lancées sur tous les fronts par le président Emmanuel Macron? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Mailly, Fabien Roland-Lévy pour Le Point et Frédéric Dumoulin pour l'AFP. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc vous apprêtez fin avril à céder la place à la tête de FO lors de votre congrès de Lille. Votre successeur s'appelle Pascal Pavageau. Je dis bien Pascal sans E, puisqu'il s'agit d'un homme. Donc, est-ce que le syndicalisme aurait-il un problème avec les femmes? Votre confédération n'a jamais eu de femme à sa tête, par exemple. Non, il n'y a pas de problème particulier. Écoutez, c'est pour être candidat ou au secrétariat général ou au bureau confédéral de Force ouvrière, c'est des candidatures libres. On a une amélioration. Actuellement, dans le bureau confédéral, il y a à peu près la moitié de camarades femmes. Je reconnais qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en responsabilité dans l'organisation d'une manière générale. Je ne parle pas uniquement du bureau confédéral, mais dans les départements. Et ça monte, mais ça monte progressivement et pas suffisamment vite. Depuis Nicole Notat, en fait, à la tête de la Oui, au niveau des secrétaires généraux des confédérations, oui, la seule femme élue. Alors maintenant, il y en a une à la FNSEA, mais sinon. Oui, il y en a une à la FSU aussi, chez les enseignants, oui. Mais c'est vrai que, mais non, il n'y a pas d'obstacle de principe sur le fait qu'il y ait des camarades femmes qui prennent des responsabilités. Je vous dis, au bureau confédéral, il y en a près de la moitié qui ont des responsabilités. Mais par contre, il faudrait accélérer le mouvement. Oui, ça, je suis d'accord. Et alors, c'est votre successeur qui devra le faire? Écoutez, c'est pas trop de travail pour le faire auparavant. Non, c'est pas une question d'avoir trop de travail. Écoutez, on se bat de manière régulière, y compris contre, voilà, ce qu'a décidé le gouvernement hier. Alors, on va vous poser des questions là-dessus. Ah bon, voilà. Non, c'est pas le successeur, c'est une affaire globale. On a toujours été très opposés à tout ce qui est quota d'une manière générale. Mais en même temps, on peut constater que si on pousse pas suffisamment, c'est très long de se mettre en route. Alors, le gouvernement veut pousser puisqu'il a annoncé hier que les entreprises qui pratiqueraient la discrimination salariale contre les femmes seraient sanctionnées. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Je souhaite que ça marche. Pas tout de suite. Oui, non, c'est un peu long. Il faut attendre 2022. Mais dans le même temps, quand le gouvernement dit qu'il pas pour les quotas, mais vous êtes pour les amendes. Non, enfin pas pour. Oui, dans le quota de dire il faut qu'il y ait 50% de femmes ou 50% de. Bon, on a toujours dit une position qui était de dire non, c'est pas obligatoirement la meilleure solution. Mais en même temps, je reconnais que si on fait pas ça, ça monte très très lentement. Est-ce que 1% comme ce qui est proposé, est-ce que 1% c'est dissuasif? Sur l'égalité salariale, puisque c'est ça un des objets de ce qui a été annoncé hier, c'est l'idée de dire on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, c'est une bonne idée. Parce que l'arsenal juridique, que ce soit les lois, que ce soit les conventions collectives, existe, sauf qu'il y a toujours des écarts moyens. C'est une moyenne autour de 25% à peu près entre les hommes et les femmes. Bon, mais il y a beaucoup de temps partiel, etc. Mais il y a aussi le chiffre qui est à peu près reconnu par tout le monde, qu'il y a 9% d'écart inexpliqué. Ça n'est pas tolérable d'une manière ou d'une autre. Donc à partir de là, qu'il y ait une procédure disant, voilà, avec un logiciel, c'est ce qui va être mis en place. Et si effectivement vous avez 3 ans pour vous mettre dans les clous, si au bout de 3 ans vous n'êtes pas dans les clous, il y aura des sanctions et des sanctions financières plus fortes. Moi je dis que ça va dans le bon sens. Alors, il faut effectivement y aller. Une question qui vous concerne à Force ouvrière, ça se passe de la même manière. 25% d'écart, 9% d'écart inexpliqué, non? Non, c'est pas. Attendez, les militants de Force ouvrière sont dans les entreprises, ils sont pas tous permanents de l'organisation. Parmi les salariés de Force ouvrière. Non, par les salariés de Force ouvrière, c'est exactement. Ah oui, non. C'est un modèle à suivre, donc. Il y a pas. Je dis pas qu'on est un modèle, mais il y a pas d'écart. Alors jusqu'à 1% la masse salariale, oui. Y arriver. C'est suffisant, c'est dissuasif. Je pense que ça commence à être dissuasif, oui, tout à fait. Et puis en même temps, on va savoir quelles sont les entreprises qui se comportent correctement et pas correctement. Ouais. Donc il va y avoir un effet aussi public, médiatique, etc. Non, je pense que il faut, d'une manière générale d'ailleurs, comme je dis, l'arsenal existe, en convention collective, en loi, etc. Puis il faut une tolérance zéro. C'est vrai là-dessus, c'est vrai sur les violences sexuelles et sexistes. C'est tolérance zéro là-dessus. On peut plus jouer avec ça. Et le gouvernement nous dit 2022, vous pensez qu'on peut aller plus vite? Ça aurait été bien d'aller un peu plus vite. 2022, c'est un peu loin. On aurait pu aller plus vite, oui, parce que là, c'est 2019, ça va commencer, etc. On va être 2022, c'est un peu long. Ça, je reconnais que c'est un peu long. Alors, on en vient, si vous le voulez bien, Jean-Claude Mailly, à la politique de réforme tous azimuts du président de la République, Fabien Roland-Lévy, pour Le Point. Alors, concernant la réforme de la SNCF,
Guillaume Pépi, son patron, a déclaré que il ne croyait pas à une grève des cheminots à condition qu'on donne les explications au personnel de la SNCF. Alors, est-ce que vous pensez que jusqu'ici, il y a eu suffisamment d'explications ? Écoutez, il commence les discussions avec à la fois avec le gouvernement sur le plan des fédérations et y compris avec la direction de la SNCF. Moi, je ne me risque pas en la matière comme dans d'autres à ce que j'appelle la météo sociale. C'est très compliqué la météo sociale. On ne sait jamais avant, même si on fait tout pour que ça marche. Quand il y a un mouvement, on ne sait jamais si le mouvement va effectivement bien prendre ou pas. Mais vous-même, vous avez dit que vous ne croyez, enfin, vous voyez modérément à une coagulation. Ce que j'ai dit, c'est que tout simplement, quand vous regardez ce qui s'est passé ces derniers temps dans le domaine de la SNCF, à un moment donné, il y a des syndicats qui avaient annoncé le 22 mars, il y aura le 22 mars, d'autres avaient dit plus tôt, finalement ils se retrouvent le 15 mars. Oui. Bon, alors, voilà, donc ils sont en train de discuter. Mais la technique de dire on va passer par ordonnance, ça a mis de l'huile sur le feu, c'est évident, et le laisser entendre que le problème essentiel de la SNCF ou un des problèmes principaux c'est le statut, c'est une provocation. Donc après, comment les choses vont s'organiser, les discussions, est-ce que le 22 mars, a priori, il y aurait beaucoup de syndicats dans l'action à la SNCF le 22 mars. Je rappelle qu'il n'y a pas que la SNCF le 22 mars, il y a aussi toute la fonction publique. Ouais. Le 15 mars, il y aura les retraités, il y aura aussi les EHPAD. Donc il y a une série d'endroits où les tensions sont réelles et justifiées. Vous serez au centre de tous ces mouvements sans problème. Ah, bien sûr, dans les EHPAD, nous étions même à l'origine du premier mouvement dans les EHPAD. Donc nous y serons également. Chez les retraités, nous y serons, parce que les retraités sont en train de morfler, notamment avec l'histoire de la CSG, qui n'est pas compensée, et dans les trois fonctions publiques. Vous dites, on peut pas faire de météo sociale, on l'a bien compris, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il y a, vous qui avez connu quand même pas mal le mouvement, est-ce qu'il y a les ferments pour que ça fonctionne comme en 95? Mais on n'est plus en 95. Écoutez, mais on sait qu'on n'est plus en 95. Mais oui, on n'est plus. Non, mais on n'est plus en 95. Non, mais attendez. Mais moi, mon expérience, comme je dis, je suis une vieille bête maintenant dans le mouvement syndical. D'une manière générale, les mouvements généraux interprofessionnels ne naissent pas obligatoirement d'une accumulation de problèmes ici ou là. En général, moi, ce que j'ai connu, c'est plus une annonce intempestive, brutale d'un gouvernement. C'était vrai en 95, il y avait les retraites, mais il y avait aussi l'assurance maladie. Ça a été vrai en 2006 avec le CPE. Voilà, c'est des choses qui n'étaient pas prévues au départ, qui, en général, alors, on va vous poser la question autrement. Alors, ça peut arriver, ça à n'importe quel moment. Est-ce que vous le souhaitez qu'on soit face à la veille d'un mouvement type 95 ? Est-ce que vous le souhaitez ? Mais vous, le leader syndicaliste, vous, le patron de FO. Écoutez, s'il y a un mouvement, on sera dans le mouvement. Non, mais est-ce que vous souhaitez que ça prenne ? Je souhaite en tous les cas que dans la fonction publique, depuis le temps que ça dure, il y a un vrai mouvement qui puisse se mettre en place et qui contraigne le gouvernement à procéder différemment que ce que les anciens gouvernements, que ce soit M. Hollande ou M. Sarkozy, ont fait dans la fonction publique. Oui. Alors, on poursuit, Fabien Enlevi. Alors, un des points symboliques du dossier des SNCF, c'est donc la réforme des statuts pour les nouveaux entrants, évidemment. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il est encore possible, dans le monde où nous vivons, d'être employé par la même entreprise toute sa vie ? Pourquoi ce serait impossible ? Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Maintenant, un cheminot peut quitter la SNCF s'il veut quitter la SNCF. Sûr, mais la proposition du gouvernement, c'est la fin pour du les nouveaux embauchés. Est-ce que c'est choquant pour vous ? Oui, parce que d'où ça vient le problème ? Le problème vient de décisions prises au niveau européen. Quand on a commencé par dire on sépare la SNCF de ses réseaux, ça c'était une injonction européenne. Quand je dis une injonction européenne, les gouvernements l'ont accepté. Attention, c'est pas la Commission qui décide toute seule. C'est bien les gouvernements au fil du temps qui ont accepté la déconnexion des réseaux et de l'entreprise. Pareil pour EDF, GDF, au passage. Bon, après là, sur le problème qui se pose, c'est l'ouverture de la concurrence sur les transports de voyageurs. Ça, c'est donc là, c'est une directive européenne d'ailleurs. Pareil, oui, voilà. Donc je ne suis pas persuadé que ces directives, cette logique va dans le bon sens. Oui, mais en tout cas, c'est ça qui conduit. Ceux qui seront embauchés sous nouveau statut, ils le seront en connaissance de cause. Ils auront fait la démarche de vouloir être embauchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a trois cas. Il y a ceux qui ont le statut. Alors après, est-ce qu'ils seraient conservés intégralement ou pas? Est-ce qu'il y aura des modifications? On ne sait pas trop pour le moment. Il y a ceux ce qu'on nous dit, qui demain rentreraient et ne seraient plus obligatoirement sur le statut. Ça, c'est le système France Télécom Orange, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un troisième cas. C'est ceux qui sont actuellement cheminots et qui vont devoir passer dans des entreprises privées, dues à l'ouverture à la concurrence. Dans quelles conditions, etc. Tout ça, ça n'est pas réglé. Ça fait quand même beaucoup de choses sur la table en même temps. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement
pour calmer le jeu? Ah bah que le gouvernement, d'abord, insiste moins sur la question du statut. Il y a d'autres choses à régler que ça. Insiste moins, ça sert à rien. Non mais ça veut dire il y a une tendance à stigmatiser. Je crois que même Guillaume Pépi a dit qu'il fallait pas stigmatiser. Même lui le dit. Donc il est président de la SNCF. C'est trop facile de chaque fois qu'on met en opposition ou ceux qui ont un statut, ceux qui n'en ont pas, etc. Les insiders, les outsiders. On connaît la musique. Diviser pour mieux régner, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, alors, il fait comme Nicolas Sarkozy alors Emmanuel Macron là-dessus? Non, c'est sur la logique de la fonction publique, c'est là-dessus. Écoutez, quand Sarkozy a été élu sur les questions de fonction publique, je lui avais demandé qu'avant de décider quoi que ce soit, nous ayons un débat sur le rôle et les missions de ce que j'appelle le service public républicain. Si on est tous attachés à la République et à ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, j'ajoute la laïcité, qu'est-ce que ça suppose comme structure publique, comme mission de service public? On discute de ça d'abord. Ça, il m'avait dit oui. Hollande m'a dit oui également. Macron m'a dit oui. Dit oui, mais après c'est pas. Mais ça se fait jamais. Ah voilà. Voilà, sous Sarkozy, on a eu la révision générale des politiques publiques. C'était un truc concocté entre quelques experts, des cabinets privés, etc. Ils nous ont sorti les éléments. On a eu la modernisation de l'action publique et maintenant on a Cap 2022. Mais c'est pareil. C'est un truc qui se fait en vase clos et dont on a été auditionné une fois. On ne sait pas trop ce qui va en sortir, s'ils vont privatiser des missions, etc. Après si on arrive à se mettre d'accord, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, sur quel est le champ du service public, quelle mission ça doit couvrir, après qui le fait, la région, etc., c'est un autre débat. Les effectifs, c'est un deuxième débat. Mais on met la charrue avant les bœufs. Alors, on va parler de vos relations avec Emmanuel Macron dans quelques instants. Mais d'abord, la formation professionnelle, Fabien Roland-Lévy. Alors, une des critiques qu'on entend le plus souvent, c'est le problème de la qualité ou du manque de qualité des formations. Alors, est-ce que ce que vous savez du projet du gouvernement vous paraît convenable, enfin en tout cas, disons, encourageant pour essayer de faire un tri et que les formations soient contrôlées et, enfin disons, triées. Et pour que les formations puissent professionnelles déboucher sur des emplois. Oui, il y a plusieurs choses dans le. Bon, d'abord, il y a eu un accord interprofessionnel, parce qu'on a eu une négociation, confédération syndicale, patronat sur la question de la formation. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a bien écouté Il y a une partie de l'accord, force est signataire de cet accord. Il y a une partie de l'accord qui améliore les droits des salariés. Parce que par exemple au départ il y avait une suppression voulue du congé individuel de formation qui est le seul formation à la main du salarié d'une certaine manière. Bon, on a obtenu dans la négociation et le gouvernement respecte ça. Ça s'appellera plus congé individuel de formation, ça va s'appeler compte personnel de formation de transition, mais c'est l'équivalent. Donc ça va rester. Donc tout ce qui est amélioration de droits, c'est retenu par le gouvernement. La forfaitisation, c'est la monétisation. Forfaitisation, c'est une amélioration de ce qui se passe ou pas? C'est-à-dire la forfaitisation, qu'est-ce que vous 500 € par an. Ah, c'est la monétisation. Oui, monétisation. Ouais, d'accord. Non, ça, j'ai des inquiétudes là-dessus. J'ai des inquiétudes là-dessus, tout simplement parce que l'heure de formation varie. D'un organisme à un autre. Donc, dire quand 100 heures, on peut pas dire que 150 heures de formation, ça correspond à telle somme. Et que les salariés puissent choisir eux-mêmes justement leur organisme. Oui, mais attention, en fonction des coûts. Nous sommes pour un droit individuel à condition qu'il soit garanti collectivement. C'est ça la chose importante. Parce que sinon, si chacun demain va sur son smartphone avec une application en disant voilà j'ai tant 2000 €, 3000 € de formation, je me débrouille tout seul face au marché, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que propose la ministre, et vous dites. Ça non, ça on n'est pas d'accord. Il y a les possibilités d'être accompagné gratuitement. Si vous voulez faire une formation, vous voulez vous renseigner, quels sont les organismes qui la font, comment ça se fait, comment je peux être accompagné. Moi, je souhaite que les salariés puissent être accompagnés s'ils le souhaitent. C'est pas une obligation. Par les syndicats? C'est pas forcément pas. Oui, ça peut être les syndicats, mais c'est aussi les OPCA qui demain joueront ce rôle d'une manière ou d'une autre. Alors après, qu'il faille faire le tri dans les organismes de formation, il y en a près de 70 000. C'était la question qui était posée. Oui. Ça, on est d'accord. Et qu'il fait un système de certification et qu'on contrôle, qu'on évalue, etc. Ça, il faut le faire parce qu'il y a un peu de tout sur le marché de la formation. Et en plus, il y aura les avis sur Internet comme dans. Mais ça me choque pas. TripAdvisor de la formation. Oui, mais ça me choque pas. On poursuit. On voit que les réformes s'enchaînent au pas de charge. Et on répète en boucle, on entend en boucle que le gouvernement a une grande liberté d'action dans le domaine des réformes, alors que les syndicats, eux, n'arrivent pas à mobiliser. Vous pensez quoi de ça? C'est vrai, vous n'arrivez pas à mobiliser?
Écoutez, pour le moment, on a, en tous les cas, Force ouvrière, à part une ou deux fois, sauf dans des secteurs particuliers, on n'a pas appelé à des mouvements, sauf une fois au 16 novembre, on n'a pas appelé à des mouvements interprofessionnels. Écoutez, il y a des discussions. Et vous le dit d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous faites? Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, je m'appelle Jean-Claude Mailly. Hein. On n'a pas le même job. Hein, on va vous parler de Jean-Claude, mais Jean-Luc. Non, mais attendez, parce que lui, il est dans la politique. Moi, je suis pas dans la politique. Donc, ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Que ce soit sur les ordonnances, où il y a eu une concertation qu'on a imposée d'une certaine manière. Si on n'avait pas concerté, ils auraient pu passer en force, notamment avec la majorité qu'ils ont à l'Assemblée. Il y a eu négociation sur la formation professionnelle. Ils reprennent aussi des choses qui ont été faites. Si vous prenez l'accord sur l'assurance chômage, on va en parler. L'assurance chômage, on en parle. Oui. Fabien ou Frédéric. Donc, vous savez, la mobilisation, c'est pas un but en soi. Est-ce qu'on peut modifier d'abord, obtenir des choses par la négociation, par la concertation? Après, s'il faut mobiliser, on mobilise. Un mot d'une manière plus large. Comment expliquez-vous que les salariés ne se mobilisent pas? Même quand les syndicats les appellent, ils sont pas très nombreux. Pour plusieurs choses, je pense. Ils sont tous macronistes. Non. Non, c'est pas ça l'objet. Non, c'est pas ça, si vous voulez. Mais alors ça, ils se mobilisent quand il y a un problème particulier dans un secteur, quand il y a un problème dans l'entreprise, etc. Moi, je parle de mobilisation générale, interprofessionnelle. Pour le moment, non. Pourquoi? Pas l'ambiance, quoi. Non, parce que à la fois, on est même pas encore un an de l'élection présidentielle. Il y a des choses qui avaient été annoncées. Les gens intuitivement se disent oui, on va voir ce qui se passe. Il y a un peu de ça. On va voir ce qui se passe. Quelles sont les alternatives? C'est des questions qui se posent, dont ils vous parlent librement. Ça veut pas dire pour autant qu'ils sont contents. Puis en même temps, quand vous mobilisez en interprofessionnel, etc., vous faites grève, vous perdez une journée de salaire. C'est pas aussi évident que ça quand vous avez des problèmes de pouvoir d'achat. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors l'assurance chômage, Frédéric Dumoulin. Oui, justement, donc le gouvernement, après avoir menacé, a remisé ses projets d'étatisation. Le rôle des partenaires sociaux est, semble-t-il, préservé. Est-ce que c'est le cadeau de départ que vous fait Emmanuel Macron? Parce qu'on précise qu'il y a un cadeau de départ. On l'a dit au début. Fin avril, j'arrêterai mes fonctions. Et vous êtes remplacé par monsieur Pavageau, on l'a dit. Pascal sans eux, comme l'a dit Frédéric Dumoulin. Non, mais écoutez, moi, quand on a eu les discussions, y compris avec le président de la République, tout au début sur l'assurance chômage, et rappelez-vous, au début, il était dans une logique d'étatisation, d'ailleurs que l'État reprend tout. Exactement. Il a déjà une bonne part avec Pôle emploi. Enfin, au passage, Pôle emploi, c'est quand même l'État, même si nous sommes le patronat et syndicats, c'est un peu sur des strapontins. Bon, mais la seule responsabilité qu'il reste aux confédérations syndicales et aux organisations patronales, c'est la négociation de la convention d'assurance chômage. Et à force de discussion, le président et le gouvernement reconnaissent que nous devons garder cette capacité à négocier les conventions d'assurance chômage. Ça, je l'acte, c'est un élément positif. Alors, sur la stratégie du gouvernement vis-à-vis des syndicats, on lit, on entend que il y aurait peut-être une sorte l'attitude s'expliquerait que en lâchant aux syndicats des choses sur l'assurance chômage, le gouvernement pourrait avoir plus les mains libres pour faire sa réforme de la SNCF qui semblerait être peut-être plus politique, quoi. C'est vrai, ça? Moi, je ne sens pas ça. Je vois pas les choses comme ça, si vous voulez. Il y a beaucoup de réformes sur la table, on deal pas sur un... Il y en a trop? Vous avez dit que... moi ça m'affole pas, franchement. Vous savez, Force ouvrière est une organisation qui sait faire preuve de souplesse en accélération ou en freinage. Et vous avez quand même déclaré, quand on pense... Mais dans le risque, il est pas là. On risque de faire une connerie. Oui. Une connerie, vous avez dit. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on est au bord de la connerie? Je confirme. Mais c'est pas nous qui allons... non, pas vous, mais le gouvernement. Si le gouvernement est trop sûr de lui et qu'il met trop de choses sur la table, à un moment donné... C'est le cas en ce moment. Il en met pas mal quand même. Et à un moment donné, il peut faire la connerie de trop. Voilà, ça c'est possible. Moi, vous savez, l'Élysée, c'est un bunker. C'est valable pour tout le monde. C'est un lieu où on est isolé par l'ampleur de la tâche, bon. Donc voilà, c'est un risque possible, risque ou pas risque d'ailleurs. Ça, j'en suis conscient. Mais moi, je vais pas aller discuter de l'assurance chômage. Si vous lâchez sur l'assurance chômage, on sera plus conciliant sur un autre dossier. On regarde les dossiers. C'est dossier par dossier. Dossier par dossier, dossier justement des régimes spéciaux. On a parlé des particularismes et on a parlé donc du statut des cheminots. Là, en fait, Emmanuel Macron veut remettre à plat les régimes spéciaux, il l'a dit. La CG refuse ça en bloc. Vous êtes plus proche de Macron ou de la CGT là-dessus? Non, attendez, on n'en est pas là pour le moment. Non, mais ça va venir. C'est un des dossiers à venir.
Quand on a que démarré... Et on en oui, parle. non, d'accord, mais pour le moment, on a commencé simplement les discussions avec celui qui était chargé par le gouvernement de mener la discussion, qui est Monsieur Jean-Paul Delevoye. Voilà. Bon, quel est le point de réflexion de départ de ce qu'a dit le président de la République à Monsieur Delevoye? Et ce qu'il avait dit pendant la campagne, il faut qu'un euro cotisé, c'est ça le point de départ, ait les mêmes droits pour tout le monde. Bon, oui, mais enfin, ça, on peut faire ça de 1000 manières. Hein. Il n'y a pas une seule façon de répondre à ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait un régime unique dans notre pays de retraite. Ça peut, y compris même conserver les régimes spéciaux, etc. Tout ça, on n'en est pas là. Ça ne fait que commencer. Hein. D'ailleurs, on voit certains éléments intéressants quand on dit les fonctionnaires sont favorisés par rapport au privé. C'est pas toujours vrai. Parfois, c'est le privé qui a de meilleures situations. Voilà. Donc, il y a la question des indépendants, etc. Ça va être un dossier très lourd et qui devra se terminer en 2019. Donc, on est né vraiment en balbutiement. Personne ne peut dire aujourd'hui on va supprimer les régimes spéciaux. 2019, c'est quand même demain, mais il y a un autre. Oui, mais ça ne démarre qu'appel. Il y a un autre. La seule piste que j'ai pour le moment, c'est comment travailler pour que 1 euro cotisé rapporte la même chose. Mais ça, il y a un dossier pour financer la dépendance. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre une deuxième journée de solidarité? Non. La question de la dépendance, elle doit être financée, pour nous, on l'a toujours dit, dans le cadre de la sécurité sociale. Hein, c'est la manière de financer la dépendance, hein, y compris s'il faut payer un peu plus d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est un secteur. Vous savez, l'objectif avait été fixé en 2012, il n'a jamais été atteint. C'est de dire il faudrait aboutir dans les EHPAD à ce que pour un résident, il y ait un personnel. Voilà, c'est le taux moyen qui existe en Belgique, c'est le taux moyen qui existe en Allemagne. Et donc là, on est à 0,6, 0,07 en France. Il faut faire des progrès. Ouais. Ah, il y a des progrès à faire. Et vous savez, à la fois, en plus, il faut bien comprendre que dans ces établissements, les gens y rentrent de plus en plus tardivement. Donc dans des situations de dépendance de plus en plus grandes. Donc c'est de plus en plus dur pour le personnel, y compris physiquement. À 50 ans, vous avez le dos cassé, etc. Donc là, il y a un vrai travail d'investissement à faire. Et le gouvernement a annoncé certaines choses, mais c'est insuffisant. J'ai cru comprendre que le Premier ministre avait demandé à la ministre, d'ici la fin du mois de mars, de faire de nouvelles propositions. Alors, et ça urge dans ce dossier. Alors, on a parlé beaucoup d'Emmanuel Macron depuis le début de cette émission. On va essayer de vous poser des questions sur vos rapports avec le président de la République. Oui, vous avez qualifié le dialogue social sous Emmanuel Macron de cash, en disant quand on pose des questions, on a des réponses. Oui. Mais votre homologue Laurent Berger, CFDT, lui apprécie moins apparemment. La méthode Macron, c'est, dit-il, vous discutez et je tranche. Alors qu'est-ce que recouvre cette différence d'appréciation entre vous? C'est deux on se parle avec Laurent Berger régulièrement, hein, comme avec Martinez d'ailleurs. Oui, non, mais on a deux disons que c'est à franc renversé par rapport à ce qui se passait sous François Hollande. Ça dépend des moments. La CFDT a toujours été une organisation qui, par exemple, quand on négocie un accord interprofessionnel, qu'elle est signataire de cet accord professionnel, souhaite que les députés transcrivent intégralement l'accord. Donc, nous, on n'est pas demandeurs de ça. Hein, parce qu'on considère que c'est pas nous qui faisons les lois. Si on négocie un accord, qu'on le signe, on va faire notre lobbying auprès des parlementaires et du gouvernement en disant écoutez, on a signé, nous on pense qu'on a trouvé un équilibre, respectez-le. Mais in fine, c'est bien les députés et les sénateurs qui votent les lois. C'est eux qui sont élus pour ça. Bon. Donc nous, on n'exige pas d'un Parlement qu'il reprenne intégralement. Pourtant, c'est déjà arrivé. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Mais vous savez, il y en a qui sont allés très loin, qui disaient même en la matière, une fois qu'on a signé, le Parlement, à la limite, il a plus qu'à. Alors justement, c'est déjà arrivé, notamment, il y a quelques. Donc la différence, elle est là entre la CFDT. C'est arrivé du temps de François Hollande avec la loi El Khomri. On voudrait mieux comprendre, parce que quand même, au moment de la loi El Khomri, vous étiez vent debout, vous disiez on rappelle d'ailleurs que voilà, vous avez été un des moteurs du mouvement. Et vous disiez, on ne peut pas, on est face à un mur qui n'entend rien. Et là, avec les ordonnances travail, vous dites que finalement, c'est complètement différent, on a une vraie concertation, on a fait bouger les choses, alors que d'autres disent que c'est bien pire. Alors, expliquez-nous. Donc vous êtes en fait plutôt macroniste que hollandais? Non, pas du tout, pas plus sarkozyste que macroniste qu'hollandiste. On a l'impression que vous êtes quand même quelque part un peu attiré, pragmatique. Un peu comme Alain Juppé, par la stratégie, la politique. Il vous plaît bien. d'Emmanuel Macron. Il vous plaît bien quand même. Je suis plus jeune qu'Alain Juppé, mais je suis pas sensible à tout ça. Franchement, c'est pas du tout ça. Vous avez senti un vrai interlocuteur avec Macron. Oui, écoutez, à partir du moment où on était dans quelle situation? Si vous reprenez la loi El Khomri, dite El Khomri, c'est pas elle qui était à la manœuvre le plus d'ailleurs sur cette affaire. Pendant le conflit, 3 fois j'ai rencontré le président de la République à l'époque, François Hollande. 3 fois je l'ai rencontré pour essayer de faire bouger. Impossible de le faire bouger.
Donc c'est là quand je dis j'étais face à un mur. Quand vous n'avez pas de réponse, on a même fait à l'époque des propositions, des contre-propositions qui, selon moi, permettaient de sortir par le haut pour nous comme pour le gouvernement. Fin de non-recevoir. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs depuis. On s'est revus. Bon, c'est possible de parler. Alors. Donc, il faisait ça, le président de la République précédent, en fin de mandat, sans majorité à l'Assemblée, rappelez-vous, 49-3, etc. Bon, le contexte n'est pas le même. On a quelqu'un qui est élu, qui avait annoncé les choses, même s'il n'était pas rentré dans le détail, qui a la possibilité de passer en vitesse s'il l'avait voulu, en 2-3 mois il pouvait le faire, qui finit par accepter à notre demande, pas que la mienne d'ailleurs, il y avait la CGT, la CFDT aussi, de discuter. On a fait des concertations, je l'ai rencontré, y compris pendant le conflit. Il y a des choses qu'on a fait bouger, alors il y a des choses qu'on a obtenues, il y a des choses qu'on n'a pas obtenues, puis il y a des choses on a un désaccord de fond. Encore aujourd'hui, on a des recours de déposer sur les ordonnances sur le travail. Donc le contexte est différent, c'est tout. Et vous savez, quand on fait du syndicalisme, on a notre cap, on a nos positions, on a nos valeurs, etc. Après, on est pragmatique. Hein, on va essayer de comprendre vraiment. Monsieur Sarkozy avait eu comme interlocuteur la CGT. Oui. Monsieur Hollande a installé la CFDT comme interlocuteur. Oui. On a l'impression en fait que vous avez essayé d'être installé comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Ou incontournable. Non, attendez. La situation, je pense que le président de la République n'a pas de sensibilité syndicale particulière. Non. Je pense pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il méprise pas les syndicats? Non, quand je dis il n'y a pas de sensibilité, c'est pas sa culture de départ. Ouais. C'est pas sa culture de départ. Et puis on peut pas dire qu'il ait une sensibilité culturelle avec la CGT, avec la CFDT ou avec FO. Voilà. Moi, j'ai toujours dit à mes interlocuteurs, je ne demande pas au nom de FO à ce que nous soyons des interlocuteurs privilégiés. On veut peser dans les discussions. Tous ceux qui ont eu des interlocuteurs privilégiés, ça s'est mal terminé. À la fois pour le président ou le ministre, et parfois souvent pour l'organisation. Donc maintenant, si on peut peser sur un dossier, on pèse sur un dossier, on met tout notre poids dans la balance pour peser. Et on a réussi à peser, pas sur tout, mais on réussit à peser. Vous avez un certain nombre de détracteurs qui disent à quoi joue Jean-Claude Maillet avec Emmanuel Macron. Il va quitter la tête de FO. Est-ce que c'est parce qu'il a envie d'un petit cadeau de départ? Non, mais j'ai lu tout ça. En quelques mois, j'en ai entendu notamment. Alors vous allez nous dire là, qu'est-ce que vous allez faire après? Ah non, mais je ne demande rien au gouvernement. Mais si on vous donne quelque chose, vous direz oui ou pas? Non, mais on va pas me donner quelque chose. Pourquoi j'ai dit? Vous arrêtez complètement? Ah non, je ferai autre chose. Je vais pas me retirer. Oui, j'ai un peu milité un peu au niveau européen, mais pas politiquement. Je vais continuer à faire des choses que je fais depuis pas mal d'années, mais j'aurai un peu plus de temps sur de l'insertion professionnelle de jeunes. J'étais hier, par exemple, en Espagne. On travaille depuis 10 ans avec une entreprise qui est Inditex, les magasins Zara, etc., où on fait de l'insertion de jeunes désocialisés. Bon, hier j'étais en Espagne, je suis allé voir l'entreprise en Espagne, on en a discuté de tout ça, etc. Voilà, ça fait partie des choses, et puis un peu de conseils d'une manière ou d'une autre. De conseils, c'est-à-dire? Ça peut être du conseil sur des questions. Quelque chose qui est important, dont on parle peu. Il y a un mouvement qui a été lancé à l'initiative de la Suède qui s'appelle Global Deal. Global Deal, ça consiste, et la France est partie prenante, FO et adhérent, le Bureau international y adhère, etc. C'est travailler sur les chaînes de valeur. Ça veut dire une multinationale qui a plusieurs rangs de sous-traitants dans différents secteurs, etc. Comment s'assurer par des accords internationaux avec les syndicats, puis un relais national, par exemple, que les questions sociales et les questions environnementales sont bien respectées. Voilà, ça fait pas mal d'occupations, tout ça. Et alors, dans le cadre des mandats que vous avez occupés à la tête de FO, qu'est-ce qui a été positif pour vous et où vous avez commis des erreurs? Je suis pas quelqu'un qui regarde dans le rétro, moi, mais première chose, j'ai rien vu passer. 14 ans, je n'ai rien vu passer. Ça passait à une vitesse incroyable. Bon, alors après, il y a eu des déceptions. Par exemple, la loi El Khomri, dite El Khomri, qu'on n'ait pas réussi à l'époque à faire entendre raison au gouvernement. J'ai même, c'est le seul bouquin que j'ai écrit. J'ai fait un bouquin là-dessus parce que vraiment, j'ai trouvé ça surréaliste. Oui, d'autant plus que vous êtes descendu 16 fois dans la rue, je crois. Ouais, tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, je regrette pas. Quand vous n'avez pas, c'est pas très efficace, c'est plus efficace. Pas toujours. C'est évident. Ça veut pas dire, vous savez que dans 6 mois, ce sera la même chose. Oui. Bon. Mais donc ça, c'est une déception. Mais après, quand on a fait reculer un gouvernement
en 2006, ça c'est quelque chose de positif. Des accords qu'on a pu signer, faire améliorer les choses, les soutiens, que tout le travail international que font les organisations syndicales dont on parle peu. Hein. Nous, par exemple, on a une mission qui revient, c'est pas moi qui y étais, mais on a une mission qui revient d'Afrique où on a aidé nos camarades sénégalais, burkinabés dans la formation syndicale. Les coups de main qu'on a pu donner, je me suis déplacé à l'époque et on continue à les aider aux camarades tunisiens, etc. Voilà, ça fait partie des choses où l'insertion de jeunes désocialisés, des choses qui vont... Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu, vous les syndicats, en particulier Force ouvrière, depuis mai dernier? Écoutez, on a obtenu par exemple, si je prends le cas des ordonnances, qu'au départ les branches et les conventions collectives nationales allaient disparaître, on a préservé les branches et les conventions collectives nationales par exemple. Ça c'est un élément qu'on a obtenu. On préserve le fait que demain il y aura encore du paritarisme à l'assurance chômage, on améliore les droits à la formation des salariés. Alors après il y a des choses qui posent problème, les licenciements sont plus faciles aujourd'hui avec les ruptures conventionnelles collectives, etc. Et ça c'est pas c'est des éléments négatifs, hein, c'est comme toujours, c'est jamais tout gris et tout noir. Alors, vous dites qu'il y a énormément de réformes qui sont en cours. Il y en a une qui est en train de se préparer, c'est la réforme de la Constitution. Donc le gouvernement, dans ce cadre, entend réformer le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et Emmanuel Macron a dit qu'il voulait il voulait réduire de moitié ses membres en redéfinissant ses missions. Est-ce que c'est une bonne chose ? On sait qu'il y a quand même pas mal d'anciens syndicalistes qui figurent au sein du CESE. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Deux syndicalistes, pas d'anciens, deux syndicalistes. Deux syndicalistes même, oui. Oui, ça dépend. Quel est le rôle confié au CESE, de ce que j'ai cru comprendre. La réduction du nombre de membres, est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, mais enfin, attendez, la réduction, c'est pas une... ici, 2 fois moins de membres, ça veut oui, dire. 2 fois moins de membres, mais j'étais là quand il a annoncé ça à ses vœux, il a dit, mais on supprime déjà toutes les personnalités associées et toutes les personnalités qualifiées. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait la moitié de moins de représentants du patronat des syndicats. Ça, on ne sait pas encore. Bon, moi, ce qui m'importe surtout dans cette affaire, c'est que le Conseil économique et social reste un organisme consultatif. On n'est pas là pour faire les lois. Qu'on soit consulté, c'est l'objet, et que l'on resserre. Ça, nous le demandons depuis longtemps, que l'on resserre le Conseil économique et social sur les questions économiques et sociales. Voilà, ça m'apparaît important. Alors après. Et environnemental. Oui, environnemental, mais si c'est pour faire, je sais pas moi, ce qu'on certains appellent une chambre du futur, on met... Vous dites non, ça sert à rien. Ce qu'il a dit lui-même, la chambre du futur. Oui, non, mais attendez, cette chambre du futur avec plein de monde et on mélange tout le monde, ça va être le bordel. Alors on avance, on va parler de FO d'ailleurs. Fabien Roland-Lévy. Oui, alors on a souvent... Un sujet qui fâche. On a souvent reproché à FO de tolérer en son sein la présence de militants du Front National. Alors... on a même parlé d'un entrisme du Front National chez FO. Voilà. C'est peut-être pas la première fois qu'on pose la question, mais ça en est où ? Puisque le Front National a une certaine assise électorale, voilà. Il a si vous voulez me dire qu'il y a des adhérents FO qui ont voté aux élections... Non, mais est-ce qu'ils pèsent ? Vraisemblablement, on a parlé, un point particulier, on a même parlé du rôle important joué par des militants FO venant du Front National dans le cadre du conflit des prisons. Oui, c'est... Ouais, on l'a dit. Oui, non, mais d'accord, mais ça, j'y crois pas. Je crois pas un instant. Écoutez, dans l'organisation... nous ne demandons jamais, et nous ne faisons pas de sondage. Ça fait partie de nos principes. Un adhérent ou une adhérente, si il ou elle a des idées politiques, et quelles sont ces idées politiques. Et par contre, ça fait partie de notre conception de l'indépendance. Par contre, il n'est pas question, quand vous êtes dans une réunion FO, si vous avez par ailleurs, ce qui est votre droit, des idées politiques, quelles qu'elles soient, de dire, voilà, moi, je suis ceci, il ne termine pas sa phrase. Donc, alors, c'est comme ça dans l'organisation. Et il reste à FO ou pas ? Oui, si on ne sait pas, on lui demande pas, on lui demande. Non, mais ça n'arrive quasiment jamais. On fait pas ça. Ce qui est interdit, c'est d'être candidat à une élection politique en utilisant son appartenance syndicale. Ça, quand ça arrive, c'est l'objet alors c'est le syndicat d'ailleurs, c'est même pas moi. On est très décentralisé. C'est le syndicat de base qui peut exclure. Ouais. Moi, je n'ai pas un pouvoir d'exclusion sur qui que ce soit. Alors après qu'il puisse y avoir, attendez, quand vous avez un parti qui a les résultats qu'il a fait, mais dans toutes les organisations vous avez des adhérents qui ont voté ainsi. Faut pas être maintenant d'accuser je ne sais quoi dans les prisons, etc. Faut arrêter les conneries, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. À l'autre bout de l'échelle, un autre parti qui a fait quand même un beau score aussi, c'est la France Insoumise. Est-ce que vous trouvez qu'il est en train de devenir de fait, le parti de Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir un syndicat, et est-ce qu'il est en train d'être un concurrent pour vous, de devenir un concurrent pour vous? Non, je pense pas que ce soit. Enfin, c'est pas dans ma conception syndicale en tous les cas. Moi, en tout cas, lui, il le souhaite. Non, mais la conception, c'est plus compliqué que ça. C'est un mouvement. C'est quoi un mouvement?
c'est un mix entre du politique, du syndicalisme, etc. Enfin, vous savez, moi, quand j'entends parler de nouveau monde, vieux monde, ça me fait sourire. Hein. Pourquoi ? C'est quoi le nouveau monde ? Et chez les syndicats, ça existe ? Non, mais c'est quoi le nouveau monde ? Bah justement, vous allez nous définir ça. C'est quoi ? C'est des partis où on peut adhérer sans payer de cotisation ? Ce qui vaut pour la République en marche et pour la France insoumise, ou la France insoumise. Bon, est-ce que c'est ça le nouveau monde ? Mais le nouveau monde le nouveau monde, c'est il y a moins de pouvoir à l'Élysée, voilà, non. Le nouveau monde de Mélenchon, vous en pensez quoi de sa stratégie, ses objectifs, le fait qu'il syndicalise un peu sa démarche politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça, j'ai un désaccord. Mais je l'ai dit publiquement qu'on a eu des désaccords. Enfin, Mélenchon est un responsable politique. Bon, ok, il a le droit de faire, ses amis ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais enfin, moi, j'ai pas à lui donner de leçons, mais il a pas à m'en donner non plus. Mais est-ce que M. Mélenchon aide les salariés dans ce qu'il fait ? Bon, en tous les cas, j'en suis pas persuadé tout le temps, non. Mais plutôt persuadé ou plutôt pas persuadé ? Non, mais parce qu'il mélange les gens. Pour moi, il mélange les gens. C'est-à-dire ? Il fait un jour l'impression qu'il parle comme un syndicaliste, le lendemain qu'il parle comme un politique. Alors c'est son droit, mais il va pas il va pas nous embarquer dans sa logique à lui. Enfin, le rôle du syndicat, c'est pas parce qu'un responsable politique quel qu'il soit appelle à manifester, d'amener les troupes en disant demain il y a des élections. Ça, on serait dans une logique complètement politique. C'est quoi sa politique. logique à lui pour vous ? C'est un peu ça, quand il était au mois de septembre, c'était ça, mettre 1 million de gens dans la rue, parce que derrière les mobilisations, il y a des élections. Oui, il a reconnu un échec. Oui, il a peut-être été déçu, etc. Mais il est dans un rôle politique. Alors parfois c'est pas clair. On a l'impression que il nous a cartonné les uns les autres d'ailleurs, tant FO que la CGT et la CFDT. Hein, il a dit ils se mobilisent pas. Attendez, nous on a un accrochage sur le terrain. Hein, les syndicats, on est accrochés sur le terrain. On a 12 000 implantations syndicales. Les autres, il y a plus d'adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques. Donc lui n'est pas accroché sur le terrain. Moins que, il est pas dans les entreprises, c'est un parti politique. Alors, il peut avoir des adhérents, mais en tant que leader politique, il utilise un vocabulaire quand même qui interroge. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez parler d'une haine saine des médias, etc. Saine et juste. Ce genre de vocabulaire, mais oui, c'est assez nouveau. C'est peut-être le nouveau monde, ça, je sais pas. Je sais pas si c'est le nouveau monde. On n'entendait pas tellement ce genre de. Non, mais c'est pas nouveau. Il a souvent été comme ça. Il a été comme ça avant déjà. C'est pas ma façon de me comporter, c'est tout. Chacun ses responsabilités. D'ailleurs, vous l'aviez. C'est pas des choses que je dis. C'est pas des choses que je fais. Vous les entendez, ça vous choque quand vous les entendez ? Oui, je vais vous dire, des fois ça rentre dans une oreille, ça ressort tout de suite par l'autre. Voilà. D'ailleurs, vous l'aviez connu dans l'ancien monde, du temps où tous les deux vous étiez ensemble au Parti socialiste. Je l'ai connu un peu à l'époque, ouais. Ouais, vous êtes toujours ministre. Et avant aussi. Mais vous êtes toujours au PS ou pas ? On ne sait pas. Non, ce que j'ai expliqué, c'est là où je payais ma cotisation, ils sont tous barrés ailleurs. Donc chez Mélenchon, vous avez dit. Et donc non, ils sont chez Hamon. Donc vous avez longtemps été adhérent du PS. Ah oui. Donc vous n'avez pas repris votre carte. Non, ils n'ont pas demandé. Néanmoins, dans l'élection, dans la compétition actuelle pour le poste de premier secrétaire, vous pourriez tout de même nous dire lequel, à votre avis, serait le plus à sa place dans la période actuelle ? Oui, j'ai ma petite idée là-dessus, à titre personnel, mais je veux pas. Mais en tant que secrétaire général de FO, je ne le dirais pas. Non, mais en tant. J'étais pas là hier, je suis rentré tard hier soir. En tant que Jean-Claude Mailly, ex-militant PS, vous allez nous le dire. Ah oui, on est entre nous là. Écoutez, il y a 4 candidats, il y a un frondeur. Hein, oui. Il y a 2 Hollandais ou un Hollandais, un ex-Hollandais, et puis je pense, il y a un Baptiste en rupture de banc. Je quitte ma casquette FO 2 minutes. Ouais, voilà. Je pense que dans notre pays aujourd'hui, il est sain d'avoir des oppositions démocratiques, républicaines, etc. Ce qu'on pourrait dire avant à droite ou à gauche, et qu'il est sain d'avoir, alors il s'appelle comme il veut, c'est pas le problème, mais un parti social-démocrate structuré, etc., etc. Bon, quelqu'un comme Olivier Faure remplirait bien cette fonction. Ah oui, Olivier Faure. Pourquoi lui ? Moi, je me souviens, y compris de son comportement, par exemple, pendant le conflit qu'on a eu en 2016. C'est-à-dire, vous allez préciser les choses. Ouais. En 2016, il était député à l'époque. Oui. Il a fait partie de ceux qui ont essayé de sortir par le haut. Voilà, il a essayé de faire l'effort à l'époque. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres aussi. Donc vous lui faites confiance pour gérer le PS de manière j'y suis plus. Donc c'est sa responsabilité. Mais je considère que il a eu le courage en 2016 de dire clairement les choses. Alors pour passer à autre chose, il y a un grand débat dans ce pays sur le projet de limiter la vitesse sur les routes, sur les routes à 2 voies, de les limiter. Secondaire. Oui, à 80 km/h, et ça prend une ampleur assez étonnante. Alors c'est peut-être pas directement un problème syndical, néanmoins, est-ce que les adhérents de FO sont prêts à lever le pied ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Non.
Non. Vous entendez? Non, j'ai pas eu dans les déplacements que je fais, on m'en a jamais parlé. Et vous en pensez quoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut confirmer? Pour être franc, je sais pas. Le Premier ministre dit, on va aller jusqu'au bout. Oui, j'en sais. Pour être franc, Ça vous dit rien? Non, j'en sais rien. Et vous comprenez la grogne autour de cette mesure? Oui, je peux comprendre. Enfin, ça, des grognes, vous savez, il y en a. Par contre, on me parle de l'augmentation des parcs-mètres. Ça, ici ou là, ça, on en parle. Les gens. Et on vous dit quoi? À Paris notamment, hein? À Paris, ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris. Oui. Hein, quand ces fois, ça presque que, doublé. Ça vous coûte 25 € par jour pour garer votre voiture quand vous allez bosser, etc. Il y en a qui ont, à juste titre, qui râlent. Et vous qui habitez on parle Paris, plus de ça. On Paris. parle plus de ça que des 80. Et vous qui habitez Paris, qu'est-ce que vous dites à Anne Hidalgo? Il faut lever le pied aussi là-dessus? Oui, sur les oui. Parce qu'on a entendu aussi qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas tout à fait dans la légalité. Oui, j'ai vu ça aussi. Ça, j'en sais rien. J'ai lu ça. Je l'ai lu, mais j'ai pas d'éléments particuliers. J'ai lu ça dans la presse, mais j'ai pas d'éléments. Et en tout cas, vous dites 80 km/h, c'est. Moi, j'en sais rien. Franchement, est-ce que c'est vraiment efficace pour la sécurité? Enfin, franchement, là, c'est un domaine qui n'est pas de ma compétence. Emmanuel Macron, il a dit une chose hier soir, c'était au dîner du CRIF. Il faut renforcer la lutte contre la cyber-haine. Ça vous parle? Oui, oui, écoutez, ça c'est notamment les réseaux Twitter, etc. Vous savez, pendant la période des ordonnances, j'en ai eu mon compte aussi sur les réseaux Twitter. On m'a insulté de différentes choses. Donc ça, c'est alors. En même temps, c'est une liberté, mais en même temps, quand on se cache derrière des pseudos ou des noms, on sait pas qui c'est, vous vous faites engueuler, vous vous faites insulter, etc. Je reconnais que je regarde même plus, moi. Dans vos projets, vous nous avez parlé de l'Europe, peut-être là. Voilà, Est-ce que vous êtes satisfait de la grande coalition CDU-SPD en Allemagne? Est-ce que c'est bon pour la France? La grande coalition, oui, en espérant que ça puisse faire avancer demain le dossier européen. Mes amis allemands considèrent que c'est le programme de la grande coalition entre guillemets n'est pas révolutionnaire sur l'aspect européen, mais moi je suis persuadé d'une chose. À Force on a toujours été européen et on l'est toujours, mais on est critique sur la manière dont l'Europe se fait depuis des années. Et il y a une urgence à réformer au niveau européen, à la fois sur les traités. Il faut qu'on instaure, moi je suis en train de me battre là-dessus en ce moment, y compris je vais rencontrer des députés prochainement, pour qu'il y ait par exemple un véritable dialogue social au sein de la zone euro qui n'existe pas aujourd'hui. Si l'Europe ne se réforme pas, l'Europe sera rejetée. Or l'Europe est nécessaire, y compris par rapport à la Chine, y compris par rapport aux États-Unis ou autres. Donc là il y a un vrai travail. Et là, j'espère, en tous les cas, que la France, l'Allemagne et d'autres pays pourront tirer dans le bon sens sur ces évolutions. C'est à la fois sur le plan économique, c'est sur le plan démocratique et c'est aussi sur le plan social. C'est la fin de Question d'Info. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci à vous.